Le contexte du ministère de la Sécurité sociale en Belgique, en fait, était vraiment critique. En 2005, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une seule personne sur les 100 000 citoyens belges qui postulent chaque année pour devenir fonctionnaire, qui sélectionnait uniquement le ministère pour dire « moi, je veux aller travailler là ». On était un ministère par défaut, donc il y a 17% des postulants qui sélectionnaient tous les ministères. Et donc, on était dans la liste, ça tombe bien, mais pour le reste, on n'était absolument pas attractif. Et on savait qu'on allait perdre entre 2005 et 2015 40% de notre personnel qui partait à la retraite. La sécurité sociale en Belgique, c'est un sujet qui est important, qui a beaucoup de pression, c'est un sujet politique, donc on ne peut pas se permettre de se dire on n'a plus de personnes, bon, on va fermer la sécurité sociale, voilà, c'était gentil d'être venu, à bientôt. Donc on s'est dit que si on devait avoir une attractivité particulière, il fallait se battre non seulement contre nos autres collègues des autres ministères, mais aussi contre le secteur privé. Et la seule chose qui pouvait nous différencier, c'était une culture. Et donc notre culture, plutôt que d'avoir une culture de contrôle et de commandement, comme dans tout ministère, on allait développer une culture de confiance a priori. Et cette culture, nous allions en fait la supporter par un nouvel environnement de travail, par un nouveau style de leadership et par de nouvelles valeurs. La stratégie de mise en œuvre a été définie par le comité de direction en fait. Donc c'est vraiment une impulsion qui est venue du top de l'organisation. Et on était face à un challenge immobilier, il fallait qu'on déménage. Donc on a saisi cette occasion pour vraiment changer notre environnement de travail. Et le président a eu cette idée absolument géniale de se dire mais finalement je suis tellement peu dans mon bureau, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bureau ? Et donc on est parti du postulat de base que nous n'allions plus proposer un bureau, une personne, mais que nous allions proposer un ensemble d'espaces pour travailler à un ensemble de personnes. Donc un ratio de 7 postes de travail pour 10 personnes. En ouvrant bien sûr la possibilité de télétravailler, parce que sinon vous devez vous asseoir les genoux sur les genoux des uns des autres et parfois ça peut être très inconfortable. Et voilà, on a commencé par un pilote en 2008, en 2009 on a déménagé et cette mise en œuvre finalement s'est étendue très très vite à l'ensemble de l'organisation. J'ai rejoint le ministère en novembre 2009, donc ils avaient déjà 10 mois d'expérience dans la structure. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas tout de préparer un déménagement, ce n'était pas tout de déménager. C'est une fois qu'on est dans ces nouveaux environnements de travail que finalement le gros de l'activité, le gros des défis apparaissent. Et c'est à ce moment-là qu'on a réellement commencé à travailler sur le développement du leadership pour passer de petits chefs à de vrais leaders qui avaient 3 missions principales: communiquer une vision inspirante pour entraîner leurs équipes, pouvoir également monitorer, suivre les résultats sur 3 piliers très concrets: la qualité, la quantité et l'attitude, et terminer les grands objectifs SMART que l'on passe énormément de temps à définir en début d'année et autant de temps à démolir en fin d'année. Et enfin, remplir pleinement leur 3e rôle qui est celui de faciliter la vie de leur équipe. Donc l'organisation n'est plus focalisée sur la hiérarchie, elle n'est pas non plus focalisée sur l'individu, c'est l'équipe qui en tant qu'entité régit la vie de l'organisation et qui donc permet à chaque adulte avec lequel on travaille, équipé d'un cerveau et en général responsable dans la vie une fois qu'il quitte l'entreprise, de décider où, quand, comment il va vivre et travailler au quotidien. Le rôle d'un manager, dans ma perception, en fait, n'est pas de contrôler. C'est plutôt d'être, pour le coup, une vraie ressource pour son équipe. Je déteste pouvoir considérer les personnes comme des ressources et je déteste gérer des ressources humaines. Mais là, dans ce cas de figure particulier, le manager, c'est vraiment la ressource principale de ses collaborateurs. Son job au quotidien, ça doit vraiment être de faire en sorte que l'équipe soit sur la route du succès et d'aller dégager, lorsque c'est nécessaire, des ressources financières, des ressources en matière d'équipement, en matière de logiciels, en matière de facilité, en matière effectivement de nouveaux collègues qui devraient peut-être venir s'adjoindre à l'équipe pour s'assurer qu'on atteint le succès. Et donc ce n'est pas le succès du leader, c'est le succès de l'équipe. C'est vraiment un exercice qui se réalise finalement comme un chef d'orchestre. S'il n'y avait que le chef d'orchestre, les auditeurs, l'audience n'entendrait absolument aucun son. S'il n'y avait que des musiciens, il y aurait peut-être une certaine cacophonie, il faudrait du temps pour qu'il y ait une harmonie qui se dégage de tout ça. Et donc voilà, le manager, le leader devient finalement le chef d'orchestre de son activité.
cette stratégie de transformation qui est basée sur une simple équation, celle de dire on va donner de la liberté aux personnes, en échange on va leur demander de la responsabilité. Donc ce sont les deux éléments qui vont contribuer finalement à pouvoir développer et définir des résultats particuliers. Ça va se traduire en bonheur pour l'individu et en performance pour l'organisation. Donc en matière de performance, le fait d'effectivement de donner 6 bureaux à la fin, c'est là où on en était, 6 bureaux pour 10 personnes, d'avoir développé une vraie stratégie orientée sur les médias sociaux, d'avoir transformé le leadership, d'avoir demandé aux équipes de fixer elles-mêmes leurs objectifs plutôt que d'avoir des entretiens individuels. Tout ça, ça nous permet d'avoir un gain opérationnel au grand minimum dans ce ministère de 20% de productivité en plus. Et c'est le minimum que l'on ait atteint, plus 20%. C'est une économie financière de 12 millions d'euros par an, qui est donc récurrent. C'est une diminution de 50% des frais de maintenance, une diminution de 50% des frais d'énergie, donc aussi de notre empreinte énergétique, sachant que toute l'énergie, finalement, c'est une énergie verte. On a aussi renégocié tous nos contrats en ce sens. C'est également 69% de notre personnel qui peut travailler depuis la maison, sur 92% qui sont autorisés, mais ce n'est pas une obligation, on l'a dit, c'est la liberté de chacun de choisir où, quand, comment il travaille. C'est aussi une réduction avec un énorme trajet de dématérialisation, c'est une réduction de 84% des frais d'impression. Donc on est passé de 9 palettes de papier par mois à 2 palettes de papier par mois. Alors un fonctionnaire belge, en tout cas, c'est 6000 pages de papier imprimées par an. C'est 78% des coûts de téléphonie qui ont été diminués. Donc on s'appelle gratuitement entre collègues, on utilise beaucoup les médias sociaux, on utilise les messageries instantanées. Donc c'est une autre nouvelle forme de communication, mais qui est également très efficace, très fluide, très rentable. Ça, c'est pour la performance, et tout le monde s'en réjouit. Mais si c'était au détriment de l'être humain, on passerait finalement à côté de beaucoup de choses. Et donc, en matière de bonheur, si vous vous souvenez, on a parlé finalement d'un problème d'attraction. On nous a dit, mais si vous travaillez comme ça, non seulement vous n'arrivez plus à attirer les personnes, mais en plus, tout le monde va partir. Eh bien, on a augmenté de 500% par an le nombre de candidatures spontanées. On est devenu un des ministères les plus prisés en Belgique et un des employeurs, même par rapport au secteur privé, les plus attractifs. On a diminué de 75% le taux de départ volontaire. On a un leader sur 2 qui est une femme et 39% des fonctions supérieures qui sont remplies par des femmes. Donc il ne faut plus choisir entre le rôle de maman et le rôle de manager. On a 88% de la population du ministère qui se dit heureux à très heureux de travailler au ministère. 84% qui recommanderaient le ministère à des amis. Que puis-je encore vous raconter? Enfin, il y a tellement d'avalanches d'indicateurs qui sont positifs que finalement on se rend compte qu'investir dans le bonheur de ses collaborateurs, c'est totalement rentable pour l'employé, et pour l'employeur finalement, et que donc plutôt que d'avoir automatiquement des stratégies basées sur les réductions de coûts, sur les réductions de processus, sur la réduction et la rareté des ressources qu'on peut mettre à disposition, investir dans l'épanouissement de chacun, finalement ça rapporte à tout le monde. Donc c'est vrai que cette expérience finalement a tellement été positive que le ministère s'est retrouvé récompensé à différents niveaux pour différentes expertises, en étant pour Frank Van Massenhoven meilleur manager de l'année, l'équipe RH et l'équipe du projet était meilleure équipe RH de l'année. J'ai eu la chance d'être meilleur RH manager de l'année. Tous ces prix effectivement ont trouvé écho dans la presse et ont permis à d'autres entreprises de s'intéresser à nous, qu'elles soient du secteur privé, du secteur public, du secteur belge et à l'international. Et donc nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de managers qui nous ont dit mais nous aussi on croit dans cette philosophie. Et l'ONU a voté en juillet 2012 une résolution qui décrétait que le 20 mars serait, à partir de 2013, Journée internationale du bonheur. Donc avec Jean-Paul Erhardt, qui a le magazine People Sphere en Belgique, donc le premier magazine des People Managers, on a décidé de saisir cette opportunité pour faire rayonner le message et pour rassembler toutes les organisations qui sont convaincues que le bonheur de leurs collaborateurs va faire également le bonheur de leurs clients et donc le bonheur de leurs actionnaires. Donc c'est ainsi qu'on a créé la communauté des Happy Organisations, qui à l'heure actuelle en Belgique rassemble un peu plus de 100 entreprises, et ça veut dire 380 000 salariés qui sont touchés par ce mouvement. Et on a le plaisir en tout cas de pouvoir organiser un prochain événement à Paris, et donc de lancer, de sortir de nos frontières et de finalement rassembler toutes ces organisations françaises qui croient également que le bonheur au travail, ça peut peut-être changer le monde du travail, tout simplement.